Bushido, la voix du guerrier. Tout de suite, on pense à quoi? Aux samouraïs, à leur code d'honneur. Mais est-ce que cette image d'Épinal, au fond, elle colle vraiment à la réalité historique? C'est ce qu'on va voir ensemble, on va tenter de démêler le vrai du faux. Alors la grande question, la voilà. Cette idée qu'on a tous, qui vient des films, des mangas, ce code moral super strict que tous les guerriers suivaient à la lettre, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça a vraiment existé comme ça? Ou est-ce qu'on n'est pas un peu dans une réécriture de l'histoire? C'est vraiment le fil rouge de notre exploration. Ok, avant de construire quoi que ce soit, il faut d'abord déconstruire. Déconstruire le mythe. On oublie un instant le samouraï de cinéma et on va se pencher sur ce que les archives, les vrais documents, nous racontent sur les guerriers japonais. Et là, on a tout de suite une première distinction super importante. Un samouraï, à la base, ce n'est pas quelqu'un qui suit une philosophie. Non, c'est un membre d'une classe sociale. C'était un statut féodal, des guerriers qui servaient un seigneur. Et ce qui dictait leur conduite, c'était pas une morale, c'était la loi. Tout simplement. Et ce fameux règlement, ce vrai code, il a un nom, le Bokeshorato. Et attention, on n'est pas du tout dans un traité de philo sur l'honneur, c'est un ensemble de lois hyper concrètes. Ça disait comment se comporter, comment gérer ses armes, ça parlait de discipline, de loyauté, bref, c'était le vrai code de la route, légal et social, des guerriers de l'époque. Alors pour que ce soit bien clair, récapitulons. Samouraï, c'est une classe sociale, la noblesse guerrière. Bushi, ça c'est plus général, c'est n'importe quel guerrier, peu importe son rang. Bukeshorato, c'est la loi, le vrai code légal. Et le Bushido dans tout ça? Ah, le Bushido c'est autre chose, c'est une philosophie oui, mais qui a été mise en forme bien plus tard. Bon, on a un peu cassé le mythe. Maintenant, il est temps de reconstruire. Mais alors, d'où il sort ce fameux Bushido que tout le monde a en tête? Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Regardez bien les dates, c'est énorme. D'un côté, on a le code légal, le Bukeshorato, qui date du XVIIe siècle, et de l'autre, la popularisation du Bushido avec le livre de Nitobe Inazo au tout début du XXe siècle. On parle de presque 300 ans d'écart. Ça veut dire que le Bushido, ce n'est pas le code que les samouraïs lisaient. C'est une interprétation, une lecture de leur éthique faite bien après la fin de leur époque. Voilà, c'est ça, le point essentiel. Le Bushido, c'est une reconstruction philosophique. C'est comme si on avait voulu extraire l'essence, l'âme du guerrier japonais en piochant dans le confucianisme, dans le bouddhisme zen. On est dans une vision idéalisée, une recherche de sens, pas du tout dans un manuel militaire. Ok, maintenant qu'on a bien posé les bases, on peut enfin plonger dans le cœur de cette philosophie. On va explorer les fameuses 7 vertus, celles qui, selon Nitobe Inazo, forment l'âme de la voix du guerrier. Et c'est là, vous allez voir, qu'on touche à quelque chose de vraiment profond. La première, c'est Ji, la rectitude, la justice. Et ce qui est génial, c'est que le kanji lui-même nous raconte une histoire. Il est composé du symbole du mouton, qui représente le sacrifice, juste au-dessus du symbole du moi, de l'ego. Le message est hyper puissant. La vraie justice, c'est quand on est capable de sacrifier son propre ego pour faire ce qui est juste. Et cette idée, elle est loin d'être propre au Japon. Elle fait écho à plein d'autres traditions. Dans la Bible, par exemple, le livre de Michée lance exactement le même appel. Pratique la justice. C'est une quête universelle en fait. Deuxième vertu, Yu, le courage. Et là aussi, le kanji est une pépite. Il montre le caractère de la force qui permet de passer par un passage étroit, le passage de la peur. Le courage, ce n'est donc pas ne pas avoir peur. C'est avoir la force d'avancer malgré elle, de la traverser. Et encore une fois, cet appel au courage, on le retrouve partout. Dans le Coran, il y a cette exhortation « ne faiblissez pas ». C'est cette même idée de persévérance face à l'épreuve. C'est une constante de l'expérience humaine. On passe à la troisième, Jin, la compassion, la bienveillance. Et là, le kanji est d'une simplicité et d'une beauté désarmante. C'est le caractère pour personne à côté du chiffre 2. Littéralement, une personne en relation avec une autre. Ce que ça nous dit, c'est que la compassion n'est pas un sentiment abstrait. Elle n'existe que dans le lien. Évidemment, ça fait tout de suite penser à la parabole du bon samaritain. C'est exactement ça le Jin, voir quelqu'un en difficulté et agir, créer du lien là où il y a de l'indifférence. C'est au cœur de toutes les éthiques du monde. Allez, on continue avec les 4 dernières vertus. On a Rei, le respect. Mais attention, pas la simple politesse. C'est un respect presque sacré. Ensuite, Makoto, la sincérité. L'idée que les paroles et les actes ne font qu'un. Meiyo, l'honneur. C'est vivre d'une façon qui rend fier de son propre nom. Et enfin, Shugi, la loyauté. Et là aussi, ce n'est pas une obéissance aveugle, c'est une fidélité qui vient du cœur, d'un alignement intérieur. Et maintenant, on arrive au point culminant. La question c'est, comment on fait pour incarner ces vertus? Et la réponse du Bushido est à la fois simple et radicale. Il y a une seule clé. Une clé qui, en fait,
est au cœur de toutes les grandes traditions spirituelles du monde. Et là, il faut complètement changer de perspective. Le Bushido ne dit pas « apprends à être courageux ». Il dit « ces qualités, elles sont déjà là, en nous. Elles sont naturelles. Le seul problème, c'est qu'elles sont cachées, voilées par notre ego, par cette illusion qu'on a d'être un moi séparé de tout le reste. » Et cette idée de dépasser l'ego pour laisser émerger notre vraie nature, eh bien, c'est le point commun de toutes les grandes voies spirituelles. Que ce soit dans le zen, le soufisme, la kabbale, ou même dans les évangiles quand on parle de mourir à soi-même, au fond, le chemin est toujours le même. Pour que ce soit plus clair, prenons l'exemple du courage. Quand l'ego est aux commandes, le courage, c'est agir malgré la peur. On a peur pour soi. Mais si l'ego se dissout, il n'y a plus de soi à protéger. La peur perd son objet, l'action devient juste naturelle. Il n'y a plus cette friction, cette résistance de la peur. Et c'est exactement pareil pour la compassion. Avec un ego, on ressent de la compassion pour un autre. Il y a moi et il y a l'autre. Il y a une séparation. Mais si cette illusion de séparation tombe, la souffrance de l'autre n'est plus extérieure. Elle est ressentie directement. La connexion est immédiate, évidente. Donc, pour résumer l'idée centrale, il ne s'agit pas de se lancer dans 7 combats différents pour acquérir cette vertu. Non, il n'y a qu'une seule bataille, un seul chemin, travailler sur cette illusion de l'ego. C'est la seule et unique clé qui ouvre toutes les autres portes. Au fond, c'est ça. La voie du guerrier, ce n'est pas un effort pour devenir vertueux. C'est un processus inverse, un dépouillement. C'est enlever les couches de l'ego pour laisser transparaître ce qui est déjà là en dessous. La vertu n'est pas quelque chose qu'on acquiert, c'est quelque chose qu'on révèle. Et on va terminer là-dessus, avec une dernière question. Et si au final, la vraie force, la discipline ultime, que l'on soit un samouraï du Japon féodal ou juste quelqu'un qui essaye de naviguer sa vie aujourd'hui, si cette force, ce n'était pas de suivre un code extérieur, mais de dissoudre cet ego qui nous limite, de trouver la vraie liberté à l'intérieur. C'est une pensée qui mérite qu'on s'y arrête un instant.